Bonjour, bonjour les amis fidèles de cette petite chaîne. Alors, c'est un jour important pour 2 raisons. La première, c'est que, c'est l'inauguration d'une nouvelle émission qui s'appellera Bouquin, hein, naturellement, où, on va parler des livres. On va parler des livres qui auront bien évidemment, un rapport, étroit avec, l'actualité. La deuxième raison, c'est que, notre, invité du jour est Éric Branca et Éric Branca, a un mérite particulier. D'abord, il a un palmarès éditorial important. C'est un historien de formation, puis qui a été journaliste. Je vous invite à faire un petit tour sur Wikipédia ou non pas Wikipédia, parce que Wikipédia, c'est la CIA qui dirige Wikipédia. Non, sur internet, vous verrez un petit peu, ce qu'il a écrit. Pour ma part, moi, je l'ai sollicité parce que j'ai lu 2 livres qui me semblent indispensables pour la période actuelle, indispensables pour voir comment les Américains, depuis très longtemps, ont entendu s'assurer une mainmise sur notre pays, d'où cet atlantisme auquel nous sommes confrontés tous les jours. Et et également comment, les Britanniques, finalement, qu'on avait tendance à considérer comme des grands alliés, 1 guerre mondiale, 2e guerre mondiale où ils ont tenu le front quasiment seuls, ce qui a été, extraordinaire, ce qui a été précieux. Mais quand même, aujourd'hui, on peut s'étonner de leur acharnement dans l'affrontement avec la Russie, parce qu'ils sont pas seulement le caniche des États-Unis, mais ils sont aussi un de ces pitbulls, quoi, un espèce d'État voyou qui est assez surprenant. Alors, lorsque j'ai discuté avec Éric Branca, il m'a indiqué qu'il venait de sortir un autre livre, et ça qui m'avait échappé, qui s'appelle Les imposteurs, excusez-moi, de la La République. Heu, République des imposteurs. oui, non, alors voilà, j'inverse. Bon, et je ne l'ai pas encore, lu complètement. Il me l'a adressé en format numérique et j'attends avec impatience le format papier, livre qui est tout à fait ébouriffant. Alors, comme vous regardez cette émission, qu'elle a pour but de vous, conseiller des lectures, je vais commencer tout de suite par ce qui me semble être le fondamental, c'est, on le voit, c'est L'Ami américain. C'est un ouvrage qui, parle des rapports entre, je dirais plutôt les États-Unis et Charles de Gaulle, plutôt que Charles de Gaulle et les États-Unis. C'est-à-dire que dès le départ, peut-être que Roosevelt, pendant la 2e guerre mondiale, avait senti à qui il avait affaire. Je le dis peut-être parce que on dit toujours qu'il le prenait pour un dictateur, mais peut-être qu'il avait compris qu'il avait affaire à un patriote d'envergure et que par conséquent, cela pouvait aller à l'encontre des intérêts des États-Unis. Donc on a toute la guerre, on a ce qui se passe après et ce qui se passe après le retour aux affaires de Charles de Gaulle en 1958. C'est impressionnant. C'est impressionnant et pour les jeunes qui sont nés après cette période, c'est une façon, d'ouvrir une fenêtre sur un monde un peu disparu, et de trouver quelques explications à ce qui se passe. Et puis il y en a un autre, alors celui-là, il est méchant pour nos amis britanniques, hein. Donc, on constate que, ça s'appelle «L'Aigle et le Léopard» et ça parle, Éric Banca va nous le dire, ça parle des rapports entre, la Grande-Bretagne, les élites de la Grande-Bretagne et l'Allemagne nazie. C'est là aussi assez impressionnant. D'abord parce qu'on voit que, après la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne a été assez hostile à notre pays et que, une des raisons de l'échec de la paix et du traité de Versailles est due à l'attitude de la Grande-Bretagne. Et ensuite, on constate que, il y avait des plus que des accommodements. Il pouvait y avoir quelques convergences. On s'aperçoit qu'un des penseurs qui a été à l'origine du nazisme était britannique, Chamberlain, hein, c'est homonyme
de celui qui fut le Premier ministre tenant de l'apaisement. Et donc, que ce que nous décrit, je ne me rappelle plus le nom du réalisateur, ce qu'on nous décrit dans le film Les Heures sombres, qui est un film patriotique, ébouriffant aussi, hein, il est extraordinaire ce film, et où on voit comment Churchill s'oppose à une tendance à finalement aller vers un accord avec l'Allemagne nazie après juin 40, hein, c'est-à-dire après la défaite française, et comment Churchill répond et comment il emprunte la voie de la résistance. C'était pas gagné à ce moment-là, mais surtout, ce que nous explique Éric Branca, c'est que ça vient de loin. Ça vient de loin, c'est pas seulement la peur ou la tentation de la capitulation ou la lâcheté. Non, 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 ça vient de loin, ça s'enracine dans autre chose. Et ça, je dois dire que c'est quand même assez terrible. Alors, je suis un peu long, Éric, parce que j'ai envie que tout le monde les lise, ces bouquins, hein. Donc, alors, je vais, en ce qui concerne, alors, les imposteurs de la République, c'est ça ou la République? Non, La République des imposteurs. voilà, voilà, j'inverse. C'est pas de la dyslexie. Je m'appelle pas Stéphane Séjourné, hein. Ok. Alors, on a je prends les chapitres. Les impostures de l'épuration, faux résistants, vrais collabos, les imposteurs de la guerre froide, comploteurs et complotistes, une police en roue libre, le mensonge au cœur de l'État. Et ça, ça nous renvoie à un présent que malheureusement on est obligé de subir. Donc voilà, mon cher Éric Branca, cette présentation étant faite, je vais vous passer la parole pour que vous vous présentiez également et que vous nous disiez un petit peu quels ont été vos objectifs au travers de la rédaction de ces 3 ouvrages que je viens de citer. Et je me répète, il y en a d'autres. Bon, ben, cher Régis de Castaldo, vous avez tout dit. Ah Vous bon. avez absolument tout dit ce que j'aurais pu dire avant vous. Non, ce que je voudrais vous expliquer en 2 mots, c'est le but que je recherche dans les angles que je choisis. Les angles que je choisis sont des angles morts, c'est-à-dire sur lesquels on braque rarement le projecteur. Euh, il y a dans l'AMI américain beaucoup de documents déclassifiés par les Américains, et là, autant je critique leur politique étrangère sans ménagement, autant il faut leur rendre hommage sur leur politique de déclassification. Les Britanniques comme les Américains sont vraiment alloués dans ce domaine-là, contrairement à la politique archivistique française qui est marquée d'un sceau du secret ou du désordre, ou les deux à la fois, mais en tout cas, il est très difficile d'y voir clair. Alors que vraiment, les Américains et les Britanniques sont formidables. Je ne veux pas dire qu'ils déclassifient tout, ils gardent des choses, bien évidemment, par devers eux, mais ce qui déclassifie est passionnant et il faut leur rendre hommage. Bref, dans l'ami américain, il y a beaucoup de choses peu connues que je vais tirer un jour. Mais dans mes autres livres, et notamment dans Glaive et le Léopard, je n'ai fait que mettre en relation des choses qui le sont rarement, mais le matériau est connu. Je ne dis rien qui ne soit déjà de notoriété publique. Notamment, vous avez parlé de Houston Chamberlain, qui était l'un des 2 inspirateurs d'Hitler, l'autre étant un Allemand qui s'appelait Eckart. Mais John Houston Chamberlain, c'est le seul homme, le seul étranger dont il parle dans Mein Kampf en lui rendant hommage. Il a été même, Hitler parlait de lui comme l'évangéliste du national-socialisme. Ça va très très loin. On n'en parle jamais. Pourquoi? Parce que ça dérange l'idée reçue justement de l'entente cordiale franco-britannique et de cette espèce de binôme qui n'aurait jamais faibli. Bon, pas du tout. Vous rendez compte que dès 1918, l'Angleterre, la Grande-Bretagne fait tout pour réhabiliter l'Allemagne, pour l'empêcher de payer les réparations, empêche la France d'avoir ses garanties sur la rive gauche du Rhin, etc., etc., et même joue économiquement contre la France, attaque le franc quand Poincaré, pour se faire payer, occupe la Roure. Donc tout ça, c'est connu, mais c'est rarement mis en relation. De même pour l'Amérique et la France, on connaît les très mauvais rapports entre De Gaulle et Churchill et Roosevelt, mais ces très mauvais rapports ne sont pas seulement des rapports personnels. D'ailleurs, ils se sont vus que 2 fois. Ils se sont vus que 2 fois, et en 43 et en 44. Et De Gaulle, à la fin de ses mémoires, c'est d'ailleurs très intéressant, dit à cette phrase, là encore qu'on cite très peu, si nous nous étions mieux connus, nous nous serions sans doute
apprécié et il aurait compris ce que je voulais faire. Euh, c'est rarement cité. De Gaulle lui-même avait une admiration pour l'œuvre de Roosevelt, pour le New Deal, pour la manière dont il avait redressé l'Amérique. Simplement, c'est que Roosevelt était le jeu de forces profondes, de ce qu'on appelle aujourd'hui le deep state américain. Il était entouré, en plus, de Français pétinistes, de Français profondément anti-gaullistes, et donc ce qui l'intéressait, c'était l'intérêt des États-Unis. Or, l'intérêt des États-Unis, dès 1940, et pas seulement en 1944, au moment de la libération, avec la tentative d'instituer un gouvernement militaire américain, l'intérêt des États-Unis dès 1940, c'est de jouer Vichy pour conquérir une place dans l'Empire français, toujours avec cette obsession à long terme d'ouvrir les marchés coloniaux et de s'insinuer partout où on peut instituer le libre-échange. Et c'est pour ça qu'ils soutiennent Vichy contre De Gaulle dès 1940. Alors que De Gaulle, lui, dans son appel du 18 juin, fait d'emblée appel aux États-Unis. Sa fameuse phrase sur des forces immenses qui n'ont pas encore donné, etc., ça désigne évidemment les Américains. Donc il n'y a eu aucune hostilité de sa part vis-à-vis des États-Unis. Il y a simplement un homme qui, à partir de 41-42, voit qu'il est traité en ennemi et qui va prendre, contrairement à ses successeurs, les moyens de résister à cette libido dominandi. Voilà. Donc voilà, Alors, deux exemples que je euh, je- prends. j'interviens à ce stade parce que ce qu'on connaît mal, c'est que, effectivement, vous venez de le dire, 1940, on le voit bien d'ailleurs en 1942, quand les Alliés débarquent en Afrique du Nord, que Darlan arrive, Darlan est immédiatement intronisé. Immédiatement intronisé. Euh, et donc, je dois dire que le sacrifice de Fernand Bonnier de la Chapelle, qui donc va assassiner Darlan, et sera exécuté, je ne vais pas dire sur ordre, j'en sais rien, mais par Giraud, hein, sous la Absolument. responsabilité de Giraud, alors que la France libre a été sauvée euh, Absolument. par cet assassinat. Mais dès ce moment-là, j'ai l'impression que les États-Unis ont un projet pour la France, au-delà du fait qu'ils défendent d'abord les intérêts des États-Unis, mais ils ont un projet. Moi, j'ai vu passer, et vous en faites état, des redécoupages territoriaux, hein, qui concernaient la France, qui étaient sûrement de nature à faire plaisir à Charles de Gaulle, mais ça allait quand même très loin dans la volonté de vassalisation et dans la volonté d'organiser un monde sous Absolument. domination de l'hégémon. Alors, il y avait deux Déjà. choses, hein. Il y avait effectivement les découpages territoriaux dont vous parlez et dont on parle rarement. Ce sont les Luxembourgeois et les Néerlandais en exil à Londres qui ont prévenu De Gaulle de ces projets parce que ça, il l'ignorait complètement. Les Américains avaient pour projet, Roosevelt avait pour projet de diviser la France en trois, c'est-à-dire il voulait créer une espèce de zone économique un peu territorialisée, pardon, excusez-moi, euh, autour de la Sarre, etc., ce qui sera plus tard d'ailleurs le cœur, le poumon économique de l'Europe supranationale créée par Jean Monnet. Il avait l'idée éventuellement de donner la rive gauche du Rhône aux Italiens pour les remercier d'avoir changé de camp en 1943, et puis il voulait agrandir le royaume de Belgique, créer une espèce d'entité belgo-luxembourgeoise, néerlandaise, qui aurait un peu empiété sur le nord de la France. Ça allait quand même très loin. Il faut rappeler qu'Hitler, dans ses projets, voulait diviser, lui, la France en cinq. Bon, alors évidemment, ça n'aurait pas été le même type d'occupation, mais enfin tout de même, c'est incroyable. Le principal allié de la France, sur lequel on compte pour nous libérer, veut nous diviser de la même manière que notre ennemi qui nous occupait. Et puis l'autre partie, c'est l'AMGOT. Alors l'AMGOT, ses défenseurs nous expliquent que c'eût été provisoire. Effectivement, il y a eu une AMGOT en Allemagne, une AMGOT en Italie, ça a été provisoire, mais ça a été provisoire le temps de mettre en place des gouvernements définitivement acquis aux États-Unis. Alors ça, l'AMGOT, c'est par les Anglais que De Gaulle est prévenu et par ses propres services à Alger. Il y a des écoles d'administration publique avec des cours dispensés aux militaires qui sont ouvertes aux États-Unis. Et l'idée, c'est effectivement d'avoir une période transitoire de 2 ou 3 années durant lesquelles la France sera gouvernée par une administration militaire américaine avant de passer le pouvoir au terme d'élections.
à un gouvernement démocratique, puisque comme vous l'avez rappelé, dans l'esprit des Américains, enfin en tout cas des Américains dirigeants, De Gaulle était considéré comme un dictateur en herbe. Donc ce n'est pas tous les Américains, hein. Il faut bien savoir que De Gaulle a eu des alliés américains, comme il y a eu des alliés anglais. Eisenhower a joué un jeu extrêmement honnête avec De Gaulle. Lorsqu'il s'est agi de foncer sur Paris, il a laissé faire. Il pouvait difficilement Là, l'empêcher d'ailleurs, mais il a laissé excusez-moi, Eric, la presse américaine était assez favorable à De Gaulle absolument, et De Gaulle fait un voyage triomphal à New York. C'est assez absolument, étonnant. Alors absolument. que, je rappelle, parce que moi, je profite de l'occasion, mon cher Eric, pour mettre en avant mes inimitiés et les méthodes que j'aurais utilisées à la fin de la guerre. Jean Monnet, qui était un ennemi de notre pays, moi, c'est ce que je considère, et le jour où je prendrai le pouvoir, je le ferai retirer du Panthéon. Hein. Donc, non, je suis excessif, mais enfin, c'est extraordinaire. Donc, il avait fait un voyage avec Giraud, qui fut une catastrophe. Il a cornaqué Giraud. Et Giraud est allé jusqu'à dire que le nazisme, finalement, c'était pas si mal, parce qu'il y avait de l'ordre au moins, etc. Ça avait scandalisé aux États-Unis, et ça, je pense que ça n'avait pas fait de mal à l'image de Charles de Gaulle. Je crois que Giraud était irréparable et les Américains eux-mêmes se sont rendus compte qu'il était irréparable. Le et alors, je reviens à Monet. Monet, moi, je l'aurais épuré à la Libération parce qu'il a joué un rôle, enfin, je veux dire, catastrophique pour notre pays. D'abord, pendant la guerre, il a pris des positions, il a eu une attitude profondément négative. Et ensuite, naturellement, on sait ce qu'avec son compère Schuman, hein, qui avait voté les pleins pouvoirs à Pétain. Vous voyez que je suis rancunier, hein, Eric, qui avait voté les pleins pouvoirs à Pétain le 10 juillet 1940. Il a embarqué notre pays dans un processus dont on voit aujourd'hui les dégâts. Oui, oui, oh, mais c'est ça, le rôle de Monet, j'en parle beaucoup. Oh Je fais là, une différence néanmoins entre Monet et Schuman. Monet était euh, un agent américain au sens le plus pur du terme. Je crois que Schuman était un naïf qui s'est laissé embarquer alors, jusqu'à quel point il était conscient d'être manipulé, je ne sais pas, mais il avait une dimension spirituelle, puisque c'était un grand catholique, qui manquait à cette espèce de complot vaticano-bancaire qui était derrière Monet, parce que c'est très important ça. Le Vatican était à l'époque tout à fait pour l'Europe supranationale et pro-américaine, alors sans doute par anticommunisme, hein, même sûrement, mais si les supranationaux, Monet et Schuman, n'avaient pas été soutenus par le Vatican, qui prend position contre les listes du général de Gaulle aux législatives de 1951, il faut toujours le rappeler, l'Observatore Romano, l'organe du Vatican, prend position contre les listes de Gaulle parce qu'il est, dit-il, contre l'Europe. C'est très intéressant, très intéressant. Donc, il manquait à Monet une dimension spirituelle et c'est Schumann qui lui a donné. A-t-il été un otage volontaire, involontaire? Je ne sais pas, mais je suis un peu plus indulgent avec Schumann qu'avec Monet. Petite nuance. alors, il y a naturellement tout cet affrontement de la Deuxième Guerre mondiale, et puis après, il y aura l'arrivée au pouvoir de Charles de Gaulle. Entre-temps, de Gaulle démissionne en janvier 1946. J'ai le souvenir c'était pas un documentaire, c'était une œuvre de fiction, enfin avec des mélanges, je crois, qui avait été diffusé sur France 2 il y a 15-20 ans, qui s'appelait Le Grand Charles, je crois. Hein, et c'était pas mal du tout avec l'acteur qui était un acteur comique qui jouait dans les films Taxi, Bernard Farcy, qui a fait une composition de Gaulle tout à fait remarquable. Et il y a un petit dialogue qui a lieu entre De Gaulle, donc incarné par Farcy, son épouse et puis euh, le Floïc, qui était son aide de camp, sur les Landes irlandaises. Et De Gaulle dit finalement, j'ai fait perdre 12 ans à la France. Alors, c'est après sa défaite de 69, il a quitté le pouvoir. Et on lui dit, mais non, ces 12 ans, disent ses interlocuteurs, en pensant à 58-69, et il dit non, non, non,
j'ai fait perdre 12 ans à la France en quittant le pouvoir en janvier 1946. Alors, on dit beaucoup, moi je considère que ça a été une catastrophe, hein. Je pense Ah, que bien euh, sûr. c'est même une tragédie. Bon, je suis un vieux golo coco, mais je considère il est arrivé de commettre des erreurs, même si c'était un grand génie politique. Et cette démission très tôt, finalement, janvier 46, la guerre est finie depuis 6 mois, quoi, enfin un peu plus. Et alors bon, on dit beaucoup qu'il pensait qu'on allait le rappeler. Ah oui, oui, Euh, oui, il en est tous les témoins sont unanimes, il était persuadé qu'il allait revenir. Quand il se retire d'ailleurs, il ne rentre pas à Colombey parce que les travaux oui, de sa maison ne sont pas terminés. Il s'installe à Marly dans un pavillon qui suinte l'humidité, qui est à peine chauffé, et cetera, et il ouais. pense que ça va durer 3 semaines et ça va durer 12 ans. Voilà. Et Ça va donc, ans. ce sont ces 12 ans et votre dernier livre, mais démontre à quel point ce sont 12 ans de perdu, quoi, et 12 ans de perdu de façon peut-être irréparable dans certains des aspects. Les 12 ans où il sera au pouvoir, ensuite, vont permettre de récupérer, vont permettre de poser des jalons sur lesquels encore on peut peut-être un petit peu s'appuyer, mais malheureusement, le verre est dans le fruit dès ce moment-là. Et Ah, c'est ce que vous dites dans votre livre. complètement de votre avis. Je suis complètement de votre avis. C'est les 12 ans durant lesquels tout le mécanisme de suggestion des élites françaises à l'influence américaine s'est mis en place. Avec la CK, avec la CED, avec le traité de Rome, que De Gaulle, de façon géniale, quand il revient au pouvoir, il essaie d'imposer une lecture non supranationale et il y parvient. Et il y parvient. Tout le monde pense qu'il va dénoncer le traité de Rome en 1958. Pas du tout. Il dit, mais ça peut être utile si on le lit d'une certaine manière. Et donc, c'est cette lecture qui va imposer pendant les 10 ans qui suivent, et puis même sous Pompidou, hein, qui le poursuit complètement dans ce sens-là, c'est une lecture, je dirais, confédérale. C'est-à-dire que, oui, il faut des délégations de souveraineté, parce que si on veut construire quelque chose, il faut des délégations, mais ça, c'est aux juristes que je m'adresse, qui sait très bien de quoi je parle, mais pas des transferts. Et puis des délégations qui sont réversibles et pas des transferts définitifs. Parce que dans l'esprit de Jean Monnet, la construction européenne, qui n'est d'ailleurs, comme il le dit dans ses mémoires, que le vestibule vers un gouvernement mondial, il l'écrit, hein, c'est pas du complotisme, il l'écrit, ce ne peut aller que par step by step, petit pas, et petit pas irréversible. C'est la théorie de l'engrenage, comme disent les anglo-saxons, spillover effect, et ça, c'est le maître mot de la construction européenne telle que la concevait Monnet. Et De Gaulle, lui, va essayer, au contraire, d'imposer une autre lecture. Et puis à partir de 74 et de Giscard, cette lecture va être déconstruite pour revenir à la vieille logique instituée, comme vous le disiez, sous la quatrième République, c'est-à-dire une vision supranationale et une vision sous contrôle américain, une construction, pardon, sous contrôle américain. Car, c'est ce que j'essaie de montrer, et ce qui avait été dénoncé magnifiquement à l'époque par Michel Debré, futur Premier ministre du général de Gaulle, qui a été le tombeur de la CECA, la Communauté européenne de défense, et qui s'était battu également contre la CECA, CED, Communauté CED, européenne de défense, CED et CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, ce sont deux constructions qui se font dans le secret des cabinets, qui se font absolument à l'insu des peuples, à l'insu même des représentants des peuples, puisque quand on lit les papiers de Schuman, il explique que quand il prépare la CECA, il y a 10 personnes au courant entre les gens du département américain et son propre cabinet. Même ses collègues ministres, même les présidents du Conseil ne connaissent pas les protocoles secrets. Or, ces protocoles secrets, ils vont très loin puisqu'ils mettent la France entièrement sous commandement de l'OTAN à l'époque, hein, déjà, puisque l'OTAN c'est 49. Donc ça va très loin. Et donc cet engrenage, cette espèce de collusion entre la logique supranationale et les intérêts américains, elle commence dès les années 50. Et De alors, Gaulle, finalement, De Gaulle-Pompidou, c'est une parenthèse. alors oui et non, oui et non. Moi, j'ai vécu, je suis arrivé à l'âge d'homme sous le général de Gaulle, hein. Il a quitté le pouvoir, j'avais 19 ans, donc j'ai bien connu toute cette période, j'en ai plein de souvenirs. Alors, ce qui est extraordinaire, quand même,
quand on lit vos ouvrages, c'est que on mesure, et là je reviens à la France, on mesure que nous avons été victimes de complots. Je suis désolé, hein, le complotisme, c'est une, enfin, je veux dire, le complot est une réalité. Ce que vous venez de dire concernant le travail des cabinets de Schuman avec les États-Unis, dans le secret, on préparait tout un Absolument, certain nombre de choses avec une orientation, avec des objectifs stratégiques qui n'avaient pas été sanctionnés par le suffrage universel, absolument. qui n'avaient pas été démocratiquement débattus. Ça, c'est assez fantastique. Et donc, à certains moments, on se dit, mais c'est de la haute trahison, enfin, quand même. C'est ce que C'est disait à l'époque Michel Debré dans un livre célèbre qui s'appelle Ces princes qui nous gouvernent, et il les voilà. convainc de haute trahison. Alors, j'ai une question là sur cette période. On se reverra peut-être une fois quand j'aurai fini le bouquin, parce que je pense qu'il va y avoir 50 questions. Parce que celui sur De Gaulle, il y a pas mal de révélations, mais ma vision globale était bien celle-là. Je Ah, savais très bien ce qu'il en était de ses rapports avec les États-Unis, ce qu'avait fait Roosevelt et ce qui s'était passé après la Deuxième Guerre mondiale. Mais j'ai appris énormément de choses sur l'ampleur de ce qui s'est produit et je n'avais pas cette vision des 12 ans perdus pour la France. Je ne l'avais pas. Je pensais que bon, la quatrième République était vermoulue, les socialistes élus en 1956 pour faire la paix en Algérie amènent la France au bord de la guerre civile en 58. J'avais cette vision-là, mais je ne soupçonnais pas que c'était à ce point corrodé et qu'il y ait eu des forces qui étaient occultes, nécessairement occultes, qui agissaient. Alors, ma question est la suivante. C'est que en 1945, De Gaulle s'en va parce que c'est le jeu des partis, début 46. Incontestablement, ils sont là, ils ont repris leur place antérieure. D'ailleurs, bon, on reparlera peut-être à une autre occasion, Éric Branca, de la question Jean Moulin, Pierre Brossolette. Hein, mmh. c'est-à-dire que je crois que Pierre Brossolette, ancien socialiste, avait une vision plus directement gaulliste peut-être que directement gaulliste au sens de la vision que pouvait avoir De Gaulle à ce moment-là, de ce Il que était allé devait être. plus loin que Moulin dans la pensée de ce que devaient être les institutions futures. Tout Mais à Moulin fait, a été absolument essentiel pour faire l'union de la ah, bien résistance sûr, autour de Gaulle, et d'ailleurs c'est pour ça que De Gaulle lui a toujours rendu hommage, en plus du sacrifice personnel de ce personnage bien magnifique, sûr, hein. Mais sans lui, il n'y aurait pas eu cette union de la droite jusqu'au Parti communiste qui a pesé très lourd dans le fait que les Américains reculent finalement. Parce que s'ils n'avaient pas reconnu De Gaulle, ils l'ont fait très tardivement, ils l'ont fait la bien veille sûr. soviétique, en octobre 44. Mais s'ils ne l'avaient pas fait, ils n'auraient jamais été suivis par le peuple français. Et Alors, ça c'est grâce à Moulin. mais absolument, je veux dire, c'est un immense héros. D'ailleurs, il reçoit la croix de la Libération de son vivant, avant, hein, donc parce que De Gaulle avait parfaitement vu à qui il avait affaire. Mais il y a eu ce désaccord, et d'ailleurs, c'est pas un secret, Pierre Brossolette et Moulin se supportaient assez mal, mais Oui, oui. c'était deux tendances politiques, je crois, deux visions politiques qui étaient finalement assez différentes. Et Brossolette est un autre héros de grande envergure également, qui a été jusqu'au sacrifice final lui aussi. Donc, mais la question que je me pose, 46, De Gaulle s'en va, il essaye de mobiliser par la suite les couches populaires parce qu'il avait cette caractéristique. Les couches populaires se partageaient, hein, la classe ouvrière se partageait entre le Parti communiste et De Gaulle. De Gaulle avait une base populaire tout à fait incontestable. Et le problème, c'est que ceux qui sont au pouvoir, ce sont pas, enfin, les couches populaires n'y sont pas au guère représentées. Moi, la vision que j'en ai, c'est que on a 45-58 une période politique où, d'après ce que je comprends de votre dernier ouvrage, la bourgeoisie reprend son pouvoir du fait d'une absence d'épuration telle que personnellement je l'aurais menée, hein, et
ensuite, alors ça, je l'ai vécu et je l'ai ressenti. Ensuite, la défaite de Gaulle en 69 est due au fait que, profitant de l'erreur politique lourde du Parti communiste, la bourgeoisie congédie euh, Charles de Gaulle. Il y a une forme de continuité avec le notable de province qui est Georges Pompidou, un homme assez remarquable, très intelligent, mais enfin qui a quand même un passé d'attentiste pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais bon, je pense qu'il il a été, comment dire, un, l'acteur d'une transition, mais l'arrivée de Giscard, c'est l'arrivée de la bourgeoisie. C'est l'arrivée de la bourgeoisie, et je pense qu'il y a un symptôme qui le montre bien. Comme par hasard, c'est le moment où on tord le cou à ce qu'on appelle le mythe gaulliste de la résistance. Mhm. C'est à ce moment-là qu'il y a le chagrin et la pitié. Alors, ça n'est qu'un des aspects, hein, Euh, ça n'est qu'un des aspects. Bon, là aussi, je dis à nos auditeurs, lisez les livres de Pierre Laborie, hein, en particulier Le chagrin et le venin. Mais la prise du pouvoir, là, complètement par la bourgeoisie avec Giscard, je l'ai vécu et ressenti. Ma question, Éric Brancard, je suis toujours très long pour les formuler, ma pas question, grave. c'est qui est au pouvoir au plan économique et politique 45-58? Qui est au pouvoir? Vous avez une phrase où vous dites que les politiques restaient pas longtemps, qu'ils étaient un peu impuissants, mais qu'il y avait la haute fonction publique d'État qui Oui. jouait un rôle tout à fait essentiel, mais qui a quand même permis d'accomplir un certain nombre de progrès, hein. Ah oui, oui, mais certainement. Qui est au pouvoir économiquement? Ben, je vais vous dire tout simplement les Américains, sous les espèces du plan Marshall. Parce que le plan Marshall a été une manière, certes, d'aider la France à se construire, mais également de la contrôler économiquement. En 1947, le plan Marshall est vendu par le général Marshall aux Européens comme le moyen d'endiguer le communisme. Et en réalité, ça va certainement servir à ça, mais c'est pour imposer le American Way of Life, hein, psychologiquement, plus encore que matériellement, et puis contrôler les économies. On dit souvent que le plan Marshall a aidé la France. Oui, sûrement, mais elle a également, il a également imposé le pouvoir de l'endettement, parce qu'on a eu des subventions, mais on s'est aussi endetté de façon considérable auprès des Américains. Savez-vous, vous le savez sûrement, mais peut-être pas ceux qui nous regardent, que le plan Marshall était complété par une autorité administrative extrêmement puissante qui avait un œil jusque dans la gestion des entreprises privées et que des entreprises qui exportaient notamment ne pouvaient le faire qu'avec l'autorisation des représentants du plan Marshall. On leur disait, vous pouvez exporter par là, mais pas par là. Vous pouvez importer les produits américains, mais vous ne pouvez pas les réexporter là. Donc il fallait que l'économie française soit sous contrôle américain, qu'elle soit adéquate aux intérêts économiques des États-Unis. C'est-à-dire surtout qu'elle devienne un client, et qu'elle ne concurrence pas les produits américains. Évidemment, De Gaulle va mettre un terme à tout ça, et c'est pour ça qu'il accepte d'ailleurs le traité de Rome, parce qu'il se dit que un peu de libre-échangisme inter-européen, attention, pas le libre-échangisme mondial qu'on connaît aujourd'hui avec une Europe aux 80 sans tarif extérieur commun. L'idée, c'est d'avoir un tarif extérieur commun qui protège l'Europe. Mais il se dit que ça peut, que la CE, ce qu'on appelait à l'époque la CE, qui est devenue l'Union européenne, euh, pouvait et devait stimuler l'économie française. Et c'était une lutte justement contre le plan Marshall, contre la logique du plan Marshall qui était de nous mettre totalement à la remorque des Américains et des produits américains. C'est-à-dire qu'il voit déjà l'Europe comme, et il est bien le seul, il est bien le seul, et la France est bien la seule à ce moment-là, à voir l'Europe comme un instrument de résistance aux intérêts américains. Est-ce que Mais j'ai répondu alors, à la question? non, 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 Pas tout à fait. non, 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 je vais, c'est très convaincant et c'est surtout un peu vertigineux, quoi. C'est un peu vertigineux, hein, de constater à quel point les États-Unis, cette puissance considérable, enfin, la Deuxième Guerre mondiale, elle n'a pas eu lieu sur leur territoire.
Ils ont Voilà. perdu 400 000 hommes, c'est-à-dire pas beaucoup finalement. C'est terrible pour les 400 000 morts et les familles, mais et ils ont, comment dire, sur le plan économique, ils vont profiter de cette Deuxième Guerre mondiale quand on pense aux sacrifices faits par l'Union soviétique, aux sacrifices humains, mais aux sacrifices matériels. C'est un pays détruit de fond en comble, ce que les nazis appelaient les terres mortes. Donc, le problème, c'est que la France, elle a des élites, elle a une bourgeoisie, et quand je dis bourgeoisie, c'est celle qui s'est installée au fur et à mesure au pouvoir au 19e siècle, au moment où le capitalisme et la révolution industrielle se sont déroulés, il y a eu l'adéquation entre le système économique et le système politique. C'est comme ça Absolument, que ça fonctionne. absolument. Donc ces gens-là, ils sont au pouvoir, mais ce que vous nous décrivez, finalement, c'est une tendance. Là, je vais paraphraser Charles de Gaulle, une tendance de cette bourgeoisie à ne pas être vraiment une bourgeoisie nationale, Ah c'est-à-dire… ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous connaissez la phrase apocryphe du général quand il reçoit le CNPF, le MEDEF d'aujourd'hui, il dit: «Oh, je n'ai pas vu beaucoup d'entre vous à Londres». Alors c'est une phrase qui évidemment correspond à sa pensée, on ne sait pas s'il l'a prononcée, il y a plusieurs témoins. Ce que je sais en revanche, et ce que nous devons savoir, c'est comme le disait Jean Galtier-Boissière, qui est pour moi un modèle de journalisme, le fondateur du Crapouillot, quand il dit finalement à la Libération, on a fusillé des journalistes, c'est un peu vrai. On n'a fusillé aucun homme, aucun patron, aucun détenteur du pouvoir économique, aucun magistrat, pratiquement aucun militaire. On a sanctionné des délits d'opinion. Je ne dis pas du tout que les Brasiliacs et les autres étaient blancs-bleus, certes, certes, mais par rapport à des gens qui avaient profité de l'occupation allemande. Je ne parle pas que des industriels, hein, il y avait aussi beaucoup de banquiers. Regardez le rôle de la banque Worms, à la fois pendant la guerre et à la fois sous la Quatrième République, c'est tout à fait considérable. Il y a une continuité totale dans le monde des affaires. Et il y a, on sait même que des industriels qui avaient aryanisé des biens juifs, ce qu'on appelait aryanisé, c'est-à-dire qu'ils avaient confisqué, ils les avaient pris pour eux, ont eu des contacts en 1944 avec les Américains pour se faire pardonner en faisant entrer les Américains dans leurs affaires avec la même méthode qu'ils avaient aryanisé les biens juifs. Et du coup, il y a eu une impunité totale. La continuité des dirigeants de la banque Worms, c'est quelque chose de stupéfiant, de stupéfiant. Donc, ce sont les mêmes, et il y a une substitution du magistère allemand au magistère, une transition, je veux dire, du magistère allemand au magistère américain, qui s'est fait dans le monde des affaires de façon, avec une continuité absolument parfaite. Donc on se donne au plus fort en C'est fonction des ça, circonstances, mais ça, assez peu à la nation. C'est le moins qu'on puisse. Il y en a eu, hein, mais bien sûr. globalement, en tant que classe dirigeante, c'est une culture de la soumission. Et hélas, on le voit aujourd'hui, la désindustrialisation. Alors, on a, paraît-il, l'homme le plus riche du monde, mais on est dans les services. Et puis, il appartient à une hyperclasse, qui est celle-là, qui est transnationale. Donc, non, c'est quand même assez. J'utilise le terme vertigineux, puis c'est un petit peu rageant, quoi. On se dit, mais comment ça a été possible? Alors, vous avez dit une méchanceté concernant les magistrats, hein. Bon, je vais encore aggraver mon cas. Moi, je suis extrêmement critique. Mon dernier bouquin n'est pas un réquisitoire parce qu'il est documenté et charpenté, mais je considère que la magistrature aujourd'hui continue à jouer un rôle très politique, mais pas dans un rapport de soumission avec le pouvoir aujourd'hui. C'est elle qui l'a choisi, ce pouvoir. On l'a vu en 2017 avec la disqualification judiciaire de François Fillon. Il y avait d'autres parties du coup d'État qui n'étaient pas directement dues aux magistrats, mais au moins cette partie-là leur est due. C'est que j'ai appris, mon cher Éric Branca, qu'il y avait deux magistrats qui n'avaient pas prêté serment Oui, et non pas un seul, comme on le dit non, toujours, non, hein, parce qu'ils y ont tous été, hein, c'est qu'il venait juste de prendre sa retraite. exactement. Et c'est pour Et ça, vous faites allusion au procureur général Mornay. oui,
j'imagine, et ben, effectivement, il venait de prendre sa retraite et ça a dispensé de regarder quand on a le nommé procureur général devant la haute cour, ça a dispensé de regarder ce qu'il avait fait pendant l'occupation. Car même à la retraite, il a été pire que des magistrats qui, eux, avaient prêté serment. Parce qu'il y a des magistrats qui ont prêté serment, comme il y a eu des conseillers d'État qui avaient prêté serment et qui avaient aidé la résistance, c'est incontestable. Mais lui n'a pas prêté serment et il a été à la tête, enfin, il faisait partie des 3 plus hauts magistrats qui statuait sur la situation des Juifs naturalisés. C'est-à-dire qu'il avait le pouvoir soit de les laisser en vie en ne les dénaturalisant pas, soit de les envoyer à la mort en les Absolument. dénaturalisant. Et comme on est allé un peu vite, parce qu'on ne voulait surtout pas d'un magistrat ayant prêté serment, on en a pris un qui n'avait pas prêté serment, mais qui était pire que les autres. Alors, on vient de pointer, je veux dire, une des dimensions des élites françaises, et en particulier des élites économiques de la bourgeoisie. Euh, Est-ce que Charles de Gaulle n'a pas une responsabilité dans cette situation? Et je parle bien de l'après-guerre. Hein, je parle bien de l'après-guerre. Il y a cette erreur tactique qui consiste à s'en aller. Alors, en même temps, c'est facile de dire que c'est une erreur tactique, de Oui. raconter l'histoire quand on A connaît la fin. posteriori, on peut toujours, bien sûr. Oui, parce que les partis étaient costauds. Hein. D'abord, il y avait le Parti communiste qui faisait ses 26%, il y avait, et puis il y avait plein de gars qui étaient revenus, en fait, qui avaient passé la guerre internée, d'ailleurs, puisque Blum a été de nouveau président du Conseil Sûr. après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est lui, d'ailleurs, qui passe les fameux accords Blum-Birns, je ne sais pas comment on prononce, hein, dont une des contreparties d'un certain nombre d'apports américains, c'est d'ouvrir le marché du cinéma au film américain, ce qui Et est, d'ouvrir, vous êtes gentil, parce que c'est plus qu'une ouverture, c'est une submersion, puisque oui, il y avait un quota de 7 films américains pour 3 films français. C'est tout à fait considérable. Et d'ailleurs, ces accords, qui étaient le pendant culturel du plan Marshall, ces accords, ils ont eu comme effet paradoxal de jeter entre les bras du Parti communiste beaucoup d'acteurs et beaucoup de gens de la profession qui n'étaient pas du tout communistes. Un type comme Jean Marais, il n'était pas spécialement de gauche, hein, mais il a défilé avec Montand, Signoret et les autres, parce qu'il y avait une dépossession de la culture française qui était quand même manifeste. Manifeste. Et ça, cette espèce d'hubris américain, il s'exprime là, ils ne se rendent pas compte qu'en allant trop loin, ils vont pousser des gens vers le Parti communiste. oui, mais le problème, c'est que c'est tellement significatif, c'est ils ont cette intelligence, il faut qu'on impose notre culture. C'est Et ça, donc le cinéma en est un moyen, et puis ils c'est sont ça. costauds, ils ont un complexe cinématographico-industriel qui est particulièrement puissant. Et ça, c'est très important. Alors, ma question, c'est que De Gaulle arrive en 1944, je ne me rappelle plus Oui. quel jour il débarque à Courseulles, je Ah, il sais plus. arrive le 14, il Le arrive le 14, voilà, 14 c'est et le 14. on Et, l'empêche d'arriver en même temps que les Américains. et il y a il y a cette fameuse répartie, je crois qu'elle est vraie. Donc il descend et on le voit, le film, il fait la gueule, comme d'habitude. Et donc, il y a un des officiers qui est là, qui dit, vous vous rendez compte, mon général, hein, 14 juin, ça fait jour pour jour 4 ans que les Allemands sont rentrés dans Paris. Et De Gaulle répond, eh bien, ils ont eu tort. Donc, je trouve que c'est assez superbe. Et donc, il fait son arrivée à Bayeux, c'est du théâtre, enfin, c'est quasiment un simulacre, mais c'est un coup extraordinaire. Et à partir de ce moment-là, moi, c'est le sentiment que j'en ai, mais je suis sûr que vous êtes beaucoup plus informé que moi. J'ai l'impression qu'il souhaite en urgence restaurer un État, ce qui va l'amener probablement à passer des compromis beaucoup plus Bien sûr. ce que peut-être son tempérament, ce à quoi son tempérament l'aurait poussé, quand il humilie Ravanel à Toulouse, quand il y a un certain nombre de choses qui sont liées au fait qu'il faut rapidement reconstruire un État. La question des Absolument. magistrats, vous ne pouvez pas faire fonctionner une justice s'il n'y a pas le magistrat. Bien Hein. sûr.
Donc, Mais bien sûr. bon, et on garde ce qu'on a parce qu'on n'en a pas d'autres sous la main, hein. Et donc, et puis dans une situation politique où il y a une force puissante qui s'appelle le Parti communiste, hein. Donc, il faut. Alors, euh, c'est très important ça. Il y a 2 aspects. Vous avez tout dit. Il faut d'abord, arriver à Paris, d'où le bras de fer avec les Américains et Eisenhower, mais qui finalement cède parce qu'Eisenhower est plus pas plus intelligent, mais plus informé que Roosevelt. Il sait que le peuple français est derrière De Gaulle, dans sa grande majorité, et qu'on ne peut pas empêcher De Gaulle d'aller à Paris. Pourquoi est-ce que De Gaulle veut aller à Paris? Parce qu'il pense qu'il peut y avoir un risque de prise du pouvoir par le Parti communiste à Paris. Il n'a pas une confiance totale dans Staline. D'ailleurs, qui a une confiance totale dans Staline? Ils vont se connaître et se colter, hein, vraiment, au mois de décembre suivant, quand De Gaulle ira à Moscou. Mais là, sa priorité, c'est de désarmer les milices populaires et d'intégrer les FFI-FTP dans l'armée française régulière. Quand il arrive à Paris, il se fâche tout rouge contre Leclerc qui a laissé Rol-Tanguy signer la capitulation de Soltitz. Il dit non, il ne faut pas laisser signer. Il faut reconnaître le rôle fondamental des communistes dans la libération de Paris, il faut les remercier, mais ils n'ont pas à signer. C'est à moi de signer en tant que représentant de l'État et du peuple français. Et donc la deuxième priorité, c'est de désarmer les milices populaires et de les intégrer dans l'armée française. Et puis, de cette armée française, et c'est la deuxième priorité, la faire aller au maximum de ce qu'elle peut faire euh, sur le Rhin et passer le Rhin. Passer le Rhin pour prendre des gages en territoire allemand. Ça, c'est extrêmement important parce qu'il sait que si nous n'avons pas de zone d'occupation en Allemagne, et il anticipe ce qui va se passer à Yalta, puisque ce n'était pas prévu, hein, du tout, que la France ait une zone d'occupation, il prend des gages parce qu'il sait que c'est le seul moyen d'être à la table des vainqueurs. S'il ne prend pas de gages en territoire allemand le plus vite possible, la France ne sera pas considérée comme une puissance qui a gagné la guerre. Et il n'y aura que les Américains, les Anglais et les Soviétiques. Il a ça dans la tête parce qu'il a toujours un coup d'avance. Du coup, il y a un passif à ça, c'est que l'armée française, elle va être mobilisée pour se battre contre les Allemands et pas pour rétablir l'ordre dans ce qu'il faut bien appeler l'épuration sauvage, qui n'est pas quelque chose de très ragoûtant, hein, pendant les 2 mois, enfin, pendant l'été 44. Alors, si vous permettez, je voudrais dire un petit mot sur cette affaire d'épuration sauvage, elle a souvent été utilisée après la guerre, Bien sûr. notamment par des nostalgiques de Vichy, euh, pour incriminer la résistance. Or, c'est vrai que le Parti communiste a été dans certaines régions très violent, c'est vrai qu'il y a eu des tribunaux populaires qui ne se sont pas vraiment souciés des formes de la justice ordinaire, mais ça a tout de même été assez limité et puis ça a pris fin assez vite. En revanche, il y a eu des faux maquis, ce qu'un très bon historien qui s'appelle Fabrice Grenard appelle les maquis noirs, c'est-à-dire des maquis qui n'avaient rien de politique, qui étaient de véritables zones de non-droit avec des bandits à leur tête. Des bandits, notamment il y a eu en Indre-et-Loire un maquis qui s'appelait le maquis Lecause et qui étaient des pilleurs de châteaux, des gens qui tuaient, volaient, violaient, des gens qui avaient, d'autres gens qui n'avaient comme seul tort que d'être un peu, d'avoir quelques moyens. Bon. Et ça n'avait rien à voir avec la résistance. Et ça a été une des priorités de Gaulle de mettre fin à ça. Mais il n'a pas pu tout faire pour la raison que je vous ai dite. Pour les deux Mais, raisons que je vous ai dites. mais sur, parce que je ne sais plus, quand mon père a débarqué en Provence dans la nuit du 14 au 15 août 44, et donc après une libération de Marseille et tout, et il me racontait qu'il voyait arriver des militaires de l'armée de Vichy qui n'avaient rien fait et qui avaient sorti à ce moment-là leur uniforme et qui commençaient à leur donner des ordres. Ça ne se passait pas très bien. Ça ne Oui, se passait pas très bien, mais alors il les appelait je sais pas, les officiers naphtaline ou quelque chose comme ça. Mais ce que vous me dites, c'est que pour pouvoir justement réaliser l'exploit, parce que c'est un exploit politique d'asseoir la France à la table des vainqueurs. C'est un exploit politique à cause de notre terrible défaite de 40, mais c'est aussi un exploit politique compte tenu du rapport de force mondiale. bien sûr. C'est quand Bien sûr. même pas. Et c'est extraordinaire. On se retrouve avec un siège
que M. Macron est en train de galvauder un siège de représentant permanent absolument. au Conseil de sécurité de l'ONU. Et Tout ça, c'est ça, grâce à la conquête d'une zone d'occupation en Allemagne, conquête que les Américains ont tout fait pour empêcher jusqu'au bout. Lorsque les Allemands, on en parle rarement de cette affaire, mais c'est un bras de fer absolument fondateur entre De Gaulle et les Américains. Ça se passe en décembre 44, décembre-janvier 44, quand les Allemands lancent leur contre-offensive dans les Ardennes, qui bouscule, c'est la dernière grande contre-offensive de la Wehrmacht, qui s'arrête faute de carburant, mais qui a quand même des effets spectaculaires et qui met en péril pendant quelques jours, pas très longtemps, mais la tête de pont américaine en Europe. Et ils ont manqué d'être jetés à la mer à Anvers. Et donc, les Américains s'affolent un peu, ce qui est normal, ils ne s'attendaient pas à ça, et ils demandent à la France, ils demandent à Leclerc d'évacuer Strasbourg, qui avait été conquis au mois de novembre précédent par l'armée française. Et donc, abandonner Strasbourg, De Gaulle le refuse pour deux raisons. La première raison, c'est trahir le serment de Koufra qui avait été fait par Leclerc. Nous ne déposerons les armes que lorsque le drapeau français flottera sur la cathédrale de Strasbourg. nos belles couleurs. Nos belles couleurs, absolument. Première raison, il y a trois raisons. La deuxième, c'est que si on évacue Strasbourg, les représailles allemandes vont être épouvantables, hein, comme ce qui s'est passé à Varsovie, quand le peuple de Varsovie s'est soulevé et que les soviétiques les ont laissés faire, ça c'est encore une autre histoire. Mais enfin, les représailles ont été terribles. Et puis la troisième raison, c'est qu'à partir de Strasbourg, on pouvait passer le Rhin, ce que nous avons fait, et gagner une zone d'occupation en Allemagne. Et c'est grâce à cette zone d'occupation, comme vous le rappelez, qu'on a obtenu le siège au Conseil permanent de l'ONU. Alors, euh, le prix à payer, je dirais, c'est finalement de maîtriser l'épuration sauvage, euh, qu'on pouvait comprendre. Hein. Je ne sais pas si vous, moi je suis régulièrement le site Twitter qui s'appelle Parole de la libération. Non, je ne me rappelle plus le titre. Euh, Parole des gens de la libération. Donc, on a tout un tas il y a plusieurs milliers qu'on voit passer. Il y en a un par jour, je crois, de gens qui se sont sacrifiés, des petites gens dans les campagnes, etc. C'est complètement extraordinaire. Et ils avaient en face d'eux 100 000 hommes organisé bien évidemment par les Allemands, voulu par les Allemands, mais organisé par les Français. Et donc, qu'il y ait eu des règlements de compte, c'était, j'ai tendance à dire, la moindre des choses. Alors, qu'il y ait eu des bandits, qu'il y ait eu des excès, c'est fort probable, mais ça s'est plutôt mieux passé qu'ailleurs. Mieux Ah ben, passé qu'ailleurs, hein. on a parlé de 100 000 morts, c'est n'importe quoi, hein. C'est N'importe quoi. 12 000 à peu près, 12 000 et 800 exécutions judiciaires. Voilà. Ah ben, voilà les Oui, mais vrais chiffres. c'est franchement pas Oui, oui, grand-chose. bien sûr. Franchement, pas grand-chose, parce que quand vous voyez, alors Platon a été exécuté, parce que bon, la marine française a été lamentable pendant tout le conflit, en dehors de Muselier, qui a trouvé le moyen de se fâcher avec De Gaulle. Mais non, il y a eu ça, mais donc volonté de maîtriser, mais derrière, il n'y a pas eu, ou très peu, d'épuration administrative, économique. Ben, économique, aucune, à part Louis Renault. Bon, mais c'est tout. C'est tout. Louis Renault, et on est venu il y a quelques années nous dire qu'il fallait le réindemniser, etc., parce qu'il est mort, effectivement, il est mort en prison. Moi, j'ai trois oncles, grands-oncles, qui sont morts, l'un dans son char en rentrant dans Strasbourg le 1er décembre 44, un autre dans les Vosges, pas très loin de là où mon père a été blessé en novembre 44, et le dernier, le 1er avril 45, au passage du Rhin. Donc, Monsieur Renaud, vous êtes bien gentil. Je ne sais pas ce que vous avez fait, c'est pas ça la question. Hein, mais pendant que, et c'est pour ça, moi, je suis assez sévère. Hein, pendant que Brasilac écrivait ses articles en disant emmenez les Juifs et n'oubliez pas les petits, il y avait des gars qui se faisaient tuer à Berrakheim. Donc, ça, je veux dire, la trahison, elle se déduit aussi quand l'histoire tranche. Hein. Bon, voilà, je termine mon réquisitoire, mais donc le maintien de la France nécessite de récupérer l'antériorité de cette troisième République vermoulue et fait que les années 46, départ de De Gaulle,
58 retour de Gaulle, vont être effectivement marqués par la place hégémonique qu'ont ces couches, ces autorités administratives, ces autorités judiciaires qui vont et qui ont été finalement préservées par la nécessité de Mhm. reconstruire à toute allure un État et de l'asseoir à la table des vainqueurs. Absolument. Là, je vous suis absolument. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais alors, est-ce que ça explique le fait que c'est été à ce point corrompu? Attention, je dis corrompu dans plutôt corrodé, c'est-à-dire que la corruption, il y a l'achat de décisions publiques, oui, ça d'accord, mais la corruption, c'est quand tout est vermoulu, que la morale a évacué les endroits où elle devrait être extrêmement présente, etc. Bien sûr, Donc, alors, le véritable, enfin, le ver est dans le fruit d'abord d'un point de vue institutionnel, puisque la constitution de la 4e République est un édifice de confusion totale entre l'exécutif et le législatif. Le pouvoir est donné au parti. Enfin, la critique que fait le général de Gaulle à partir du discours de Bayeux et ensuite au fil du RPF, elle est absolument parfaite. Et il a bien vu qu'on ne pouvait rien reconstruire tant que les institutions n'étaient pas en place. Et c'est d'où son obsession dès qu'il arrive au pouvoir. Enfin, il arrive le 4 juin 58 comme président du Conseil et il met en route le comité constitutionnel consultatif parce qu'il faut refaire un édifice qui tienne debout. Il y a des discours formidables de Gaulle quand il est au RPF. Il ne parle que d'institutions. Il parle d'institutions, il parle un peu d'économie en parlant de sa grande idée sociale qui était la participation, hein, la réconciliation du capital et du travail. Alors ça, les communistes trouvent que c'est la collaboration de classe et le patronat dit c'est du communisme. Il n'y a pas beaucoup de choses. Très peu de gens le suivent. Très peu de gens le suivent. Un des grands patrons du CNPF de l'époque dit mais c'est l'antichambre du communisme. Et les communistes ne sont pas du tout contents parce qu'ils considèrent que voilà, c'est le contraire de la lutte des classes. Au contraire, c'est la collaboration de classes. Bon. Mais lui, il a tenu beaucoup à ça. Il a tenu beaucoup. Mais il parle d'institutions, de réorganisation sociale, et puis un peu, effectivement, c'est son côté très anti-soviétique à l'époque. Il est très anti-soviétique, mais pas atlantiste pour autant. Ah non, mais il est pour enfin, je veux dire, l'indépendance nationale. Il appelle les communistes les séparatistes, Oui, d'ailleurs. J'ai jamais bien compris pourquoi cette expression, pour avoir bien connu la boutique, m'apparaît surprenante. Vous parliez tout à l'heure de Staline sur la rencontre de décembre. Torres est à Moscou, ou peut-être pas, ou à côté en tout cas, puisqu'il a été exfiltré et qu'il a passé la guerre là. Et donc, il paraît, mais je crois que c'est vrai, il paraît que Staline dit à De Gaulle, je vais vous renvoyer Torres, il pourra vous être utile. Ne le fusillez pas, enfin, pas tout de suite. Donc, je c'est ça. trouvais, Oui, oui. c'est tellement Staline, c'est tellement du Staline chimiquement pur. Donc, le, 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 cette 4e République, qui sur le plan institutionnel, c'est un peu n'importe quoi. C'est un peu n'importe quoi. C'est le Franchement, pouvoir d'assemblée. On a quand même rarement vu des institutions pareilles dans l'histoire française, dans l'histoire politique française, hein. Rarement. alors, le parlementarisme, faut pas. Il y a une chose étrange, c'est que la constitution de la 4e République, c'est la deuxième qui est proposée par l'Assemblée Oui. constitutionnelle. La première était encore plus parlementariste, celle qui sera rejetée Mhm. grâce, il faut le dire, à la campagne que De Gaulle fait contre cette constitution, Absolument. mais elle aurait été encore plus parlementariste. Mais oui, c'est tout à fait n'importe quoi. Mais vous le dites très bien dans votre livre, je parle du dernier, l'autre, c'est que, en fait, c'est un espace où toutes les combinaisons sont possibles. On se met d'accord pour se faire élire, la fameuse loi de M. Cueil sur les apparentements, et hop, une fois qu'on est là, eh bien là, on reprend ses prérogatives, à toi, à moi, on négocie. Bon, quand même, pendant cette période où, effectivement, les monstres vont surgir, où la société française va être caractérisée par un certain nombre de traits qui sont aujourd'hui
peuvent être considérées comme détestables, elle va quand même réaliser des choses. Par exemple, la force de dissuasion, le fait d'avoir la bombe, ça commence sous la Quatrième République. Ça commence même avant, puisque le CEA est créé par De Gaulle quand il est encore au pouvoir. Alors, c'est pas la dissuasion, c'est Oui, se doter d'une force nucléaire. Mais se doter d'une force nucléaire, il faut savoir que c'est en liaison étroite avec les Américains et que la grande querelle américaine qui va surgir dès 58, malgré les bons rapports personnels qu'avaient De Gaulle et Eisenhower, hein, ils avaient vraiment de très bons rapports personnels, ils s'estimaient beaucoup. Mais là, on ne transige pas là-dessus. Les Américains disent oui, mais il faut qu'elle reste sous contrôle. Or, De Gaulle, son premier acte, c'est de sortir, enfin, c'est d'annoncer que faute d'une réforme des statuts de l'OTAN, il en sortira, ce qui fera 5 ans plus tard. Il y a deux actes fondateurs quand il revient au pouvoir, c'est son mémorandum du 16 septembre 1958 et la réception 3 jours après d'Adenauer à la Boisserie. C'est-à-dire qu'il met l'Europe sur les rails d'un rapprochement franco-allemand hors OTAN, car le grand crime du traité franco-allemand de 63, qui est vidé de sa substance dès sa ratification, c'est de ne jamais employer le mot OTAN, et les Américains font, via Jean Monnet, rajouter un addendum pour que le mot OTAN soit prononcé et que la fidélité à l'OTAN prime sur la fidélité à l'Alliance française. Ça, on l'oublie souvent, mais c'est d'ailleurs la mort d'Adenauer, et c'est pour ça que ce fameux traité franco-allemand, il est caduque à peine ratifié, puisque les Américains ont mis le verre dans le fruit. Ça, c'est très important. Et puis, donc, l'autre aspect d'indépendance nationale, c'est le retrait progressif des structures de l'OTAN. Parce qu'il veut faire la dissuasion, et que la dissuasion ne peut être que nationale. Et quand la première bombe nucléaire explose au Sahara en février 60, il est clair pour lui qu'on ne peut pas rester dans l'OTAN. alors, ça, je garde des souvenirs assez précis de cette période. Tiens, un exemple, 62, la crise de Cuba, et je me rappelle très bien que De Gaulle, tout en étant, euh, je veux dire, le tenant de l'indépendance nationale, d'une stratégie de dissuasion tous azimuts, je me rappelle du terme, Alors ça qui vient m'avait... après, ça vient en 68, la stratégie tous azimuts. Ah Et oui, peut-être le terme, mais... oui, Mais voilà, donc c'était. Mais quand arrive la crise des fusées à Cuba, il est très clair. ah, Il très dit, clair. il est très clair, nous sommes aux côtés de nos alliés américains. Alors c'est pour ça que quand j'entends Nicolas Tenzer venir dire, mais il n'y a Non, pas mais plus gaulliste que moi, mais c'est tellement monstrueux d'imposture il y que, a bon, deux cas où De Gaulle a été un allié, mais inconditionnel des Américains. C'est le moment, c'est le mur de Berlin, août 61, et ça parce que grâce à ses rapports avec Adenauer d'ailleurs, parce qu'il voulait garantir le statut de Berlin, le statut quadripartite de Berlin, parce que l'idée des soviétiques, c'était que Berlin devienne la capitale de l'Allemagne de l'Est, et donc entériner la coupure de l'Allemagne en deux. Or, De Gaulle, il est favorable à une réunification allemande, il le dit à Adenauer, et Adenauer est d'ailleurs le premier étonné que De Gaulle s'engage si clairement. Il le prenait pour un maurassien anti-allemand qui était pour la division de l'Allemagne en 14 principautés, et il lui dit non, non, mais je suis pour la réunification, mais à certaines conditions. On ne remet pas en cause les frontières de la Seconde Guerre mondiale, et puis surtout, vous vous retirez comme nous, enfin, vous ne, vous, la France ne se retire pas de l'OTAN, elle se retire du commandement intégré de l'OTAN, et on fait une défense européenne hors OTAN, vous et nous. C'est ça l'idée qu'il a derrière la tête au moment du traité franco-allemand, et c'est pour ça que les Américains poussent Adenauer vers la sortie. Donc il y a le mur de Berlin, et puis il y a les missiles de Cuba installés à 400 km des côtes de la Floride, ça ne vous rappelle rien, c'est exactement l'anticipation en sens inverse de l'installation, enfin de l'élargissement de l'OTAN et de missiles potentiellement placés aux frontières de l'actuelle Russie. C'est exactement la même chose. Et de c'est même que clair. De Gaulle dit aux Russes, dit aux Américains, vous êtes tout à fait légitime de ne pas avoir des fusées russes à votre portée. Et c'est assez intéressant de voir que dans les débats là,
des âneries de Nicolas Tenzer, c'est que quand on vient sur ce terrain-là, en discutant avec ceux qui disent que les Russes ont commis une agression non provoquée, etc., on dit, mais attendez, on a quand même un problème. Ah non, 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 ils ont oublié, c'est très difficile d'en parler. Alors, mon cher Éric Branca, je pense personnellement, parce que c'est ma vie, ça aussi, euh, mais on va se revoir, bien sûr. Je pourrais tenir cette conversation en espérant qu'elle intéresse quand même nos auditeurs pendant très longtemps. Euh, Aujourd'hui, on a une situation d'un pays qui est vassalisé. Moi, ça, c'est l'analyse que j'en fais. Où les États-Unis ont une importance considérable par différents canaux, de différentes façons, mais ils ont des élites qui leur sont soumises incontestablement. La preuve, je dirais que euh, deux présidents de la République successifs, les deux derniers, ont été young leaders. Alors, je ne conteste pas le fait que les Chinois en ont une aussi, l'existence de structures destinées à favoriser la connaissance, mais c'est pas ça. C'est pas de ça qu'il s'agit. On sait aussi qu'il y a tout un tas d'organismes qui sont chez nous financés par les États-Unis. Je pense à Reporters sans frontières, par exemple, pour ne prendre que cet exemple parce qu'on l'entend, c'est eux qui ont lancé la campagne contre CNews, quoi qu'on pense de CNews, mais cette réalité, cette puissance, y compris dans ses côtés occultes, hein, quand un beau jour dans la presse, vous apprenez que la NSA écoute les dirigeants de la nation. Il n'y a pas plus de réaction que ça, c'était sous Non, Hollande. mais c'est Hein, ça qui est fou, c'est ça qui est extraordinaire. Ça, je dois dire. et dans son dernier ouvrage, Emmanuel Todd parle un petit peu de l'attitude des uns et des autres et laisse entendre que, en ce qui concerne Merkel, en ce qui concerne d'autres encore, les Américains ont des informations, ont des moyens de pression qui font que certains dirigeants politiques de l'Europe de l'Ouest sont tenus et sont obligés de faire certaines choses. Je n'ai pas de détails, j'en sais rien, mais il le laisse entendre. Il laisse entendre que c'est tout à fait possible. Et en tout cas, c'est vrai, je crois que grâce à des stations qui sont en Norvège, d'après ce que j'ai compris, hein, l'État profond américain, les agences américaines de renseignement sont comme chez elles, chez nous. Bon. Alors, Donc, je vous coupe 30 secondes, sans même aller jusque-là. Et ce que vous dites est évident. Bien sûr, les écoutes ont fait beaucoup de progrès, mais avant que les écoutes existent, il suffisait qu'ils aient le registre de ce que les hommes politiques français ou européens venaient leur dire à domicile ou à Washington ou dans leur ambassade pour les tenir ensuite. Si François Mitterrand a été aux côtés des Américains au moment de la première guerre du Golfe, il est à peu près certain, à mes yeux, je n'en ai pas la preuve, mais certain à mes yeux, vu ce que j'ai vu de ce que François Mitterrand disait aux Américains dans les années 60, où il prenait leur parti contre la France du général de Gaulle, il suffisait de lui ressortir ça pour le convaincre, si ce n'est de trahison, en tout cas de légèreté. alors ça, on a les rumeurs très, très, très insistantes qui courent sur ceux des hommes politiques français qui ont été faire un tour à l'ambassade américaine en 2003 au moment de l'agression américaine contre l'Irak. Effectivement, ça en dit long sur ce que certains, enfin, sur la façon dont ils voient l'intérêt de la nation. Et je me rappelle la réflexion de Jean-Pierre Chevènement en 2003, laissant entendre que finalement, ce n'était pas une mauvaise chose que Jacques Chirac ait été élu plutôt que Lionel Jospin, parce que Lionel Jospin aurait fait comme son camarade de parti britannique, aurait accompagné les Américains en Irak. Bon, c'est comme ça. Alors, ma question, Éric Branca, parce que bon, j'en profite hein, pour donner mes propres opinions et ma propre vision des choses. Les auditeurs les connaissent très bien. Est-ce que cette situation de la France aujourd'hui, cette vassalisation, est-ce qu'elle prend racine dans l'après-guerre que vous décrivez dans votre dernier ouvrage? Absolument. Et on va peut-être conclure là.
je vais vous citer une phrase. Alors là, je vais vous raconter une histoire très personnelle. Je ne le fais jamais. Il se trouve que j'étais samedi dernier à Toulon pour faire une conférence auprès d'un cercle franco-britannique sur mon avant-dernier livre, L'Aigle et le Léopard, que vous avez eu la gentillesse de citer. Et à Toulon, j'ai vu partir le Charles de Gaulle. Le Charles de Gaulle partait de Toulon, le porte-avions Charles de Gaulle, sous commandement américain. Et je lis, vous savez, ça fait quand même un très drôle d'effet, très drôle d'effet. Et je lis le lendemain dans la presse une phrase que je vais vous lire, et ça sera ma conclusion qui évidemment abonde dans votre sens. C'est la phrase d'un vice-amiral dont j'ignorais le nom qui s'appelle Malter, qui est le numéro 2 du commandement maritime de l'OTAN, et donc qui, commentant le départ du Charles de Gaulle sous commandement de l'OTAN, donc sous commandement américain, ne nous leurrons pas, nous explique ceci. Nous sommes rentrés dans le rang. Nous sommes rentrés dans le rang. C'est un vice-amiral qui dit ça. Ça se passe de commentaire. Nous sommes rentrés dans le rang d'où nous avait fait sortir de Gaulle pour notre indépendance. Et parce que nous avons repris les mauvaises habitudes, ou en Voilà. tout cas les choses qui ont été mises en place dans l'immédiat après-guerre. Et ça, malheureusement, ce que vous venez de donner comme exemple montre bien que c'est quand même une tragédie. C'est quand même une tragédie de voir parce que à quel point, effectivement, on est rentré dans le rang et voilà quoi. Et en même temps qu'on Et, rentrait dans le rang, on est sorti de l'histoire. et j'ajoute, je disais que je conclurais, mais je vais ajouter quand même quelque chose. Il y Ah avait oui. une chose à conseiller à cet amiral brillant, c'est de lire les mémoires de Richard Nixon, qui lui a été un grand président américain et qui comprenait la France et qui comprenait la politique d'indépendance française et qui disait que justement la France était un véritable allié parce qu'elle était indépendante. Et De Gaulle ajoutait lors de ses entretiens avec Perfit, qui sont reproduits dans C'était De Gaulle, livre formidable qu'il faut lire, en 2 tomes, c'est très long, mais ça se lit comme un roman. Et il y a cette phrase extraordinaire de Gaulle, les véritables alliés des Américains sont ceux qui savent leur dire non, parce que ceux qui disent toujours oui sont des planches pourries, et ils le savent très bien, car c'est d'ailleurs eux qui les ont pourris. Ah ouais. Voilà, très bonne formule. Épitaphe, je dirais jusqu'à dire, parce que je suis un peu pessimiste sur l'état de mon pays, mais on ne sait jamais. Euh, je dis que tout l'affrontement actuel mondial entre multipolarité et unipolarité, finalement, fait que les tenants de la multipolarité, avec souveraineté, indépendance et souveraineté, sont tous gaullistes et que la France est malheureusement aujourd'hui probablement le pays le moins gaulliste du monde. Mon cher Éric Branca, moi, j'ai été passionné par tout ce que vous nous avez dit, comme je l'ai été par vos bouquins. Donc, je me répète, chers amis, il est urgent et important de lire ces ouvrages parce que justement, ils donnent des clés pour comprendre le présent. Le passé éclaire le présent et l'éclairage que nous donne Éric Branca sur le passé est tout à fait décisif. Voilà, eh bien écoutez, à très bientôt. Merci Au, infiniment, fils de Casteldo. au revoir.